Fuyant misère et désespoir, des milliers de migrants africains meurent chaque année en tentant de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Eldorado européen. Triste paradoxe que ce tableau qui peint des Africains à la recherche d'un avenir prospère ailleurs, au moment où le reste du monde voit l'Afrique comme une terre d'opportunités encore inexploitée. Plus de 20 000 migrants, selon les chiffres des Nations Unies, ont perdu la vie dans cette aventure depuis l'an 2000. Un bilan macabre qui, loin de décourager les candidats à l'exil, fait plutôt le lit à un phénomène de société qui risque de perdurer si les vraies solutions ne sont prises en considération. Si elles sont nombreuses, les causes de l'émigration des jeunes Africains, elles seraient avant tout économiques. Et c'est justement cet aspect de la question que nous nous proposons d'aborder dans ce numéro d'Espace Éco. Bienvenue à toutes et à tous. Merci de prendre le rendez-vous. Le plateau s'installe juste après ceci. Pour ce numéro, j'ai le plaisir d'accueillir Abel Ogbeto-Enomon. Bonjour. Bonjour. Journaliste, vous êtes également expert en analyse des politiques économiques. Vous êtes le président de l'Observatoire Afrique Performance. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Également avec nous sur ce plateau, Armand Vignon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la Maison de la Société Civile au Bénin. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Alors, monsieur Ogbeto-Enomon, beaucoup ne comprennent toujours pas et continuent de s'interroger sur pourquoi ces jeunes Africains, ces migrants, choisissent toujours de quitter leur pays malgré les risques que nous connaissons tous, malgré le fait que des cadavres sont repêchés presque chaque semaine dans la Méditerranée. Oh, ça s'explique par plusieurs facteurs. Mais il faut reconnaître que le déterminant le plus important est économique. Lorsque vous êtes dans un monde qui se veut un village planétaire, ça veut dire qu'on doit pouvoir travailler à un certain nivellement des niveaux de bien-être. Ce que les politiques et la gouvernance au plan mondial n'arrivent pas encore à faire. Mais les citoyens, eux, ils prennent comment dire, de vitesse les politiques, c'est-à-dire qu'ils cherchent à ce que le malheur qu'ils vivent ici, s'il y a une solution quelque part dans le monde, qu'ils puissent aller vers cette solution et voir si des alternatives crédibles se trouvent de l'autre côté. Mais pour camper le décor, il faut reconnaître que c'est les défaillances de politique économique dans nos États depuis plusieurs années qui ont conduit à créer des franges d'exclus qui, à un moment donné, ont trouvé que leur solution n'est plus dans le système dans lequel ils se trouvent. Et donc, il faut sortir de ce système pour aller chercher des solutions ailleurs. La deuxième chose, c'est les réussites apparentes que les premiers émigrés qui sont allés dans ces pays ont affiché. La transformation qu'ils ont opérée autour de leur famille, à travers eux-mêmes, qui sont devenus un peu comme effet mirage. Vous parlez de réussite apparente. Pourquoi apparente? Apparente parce que ce n'est pas structurel, c'est conjoncturel. C'est-à-dire que si c'est vous, ça s'arrête à vous et ça ne descend pas sur les générations descendantes. Parce que ce n'est pas une réussite qui a permis de structurer une économie qui puisse permettre à ce que les générations futures puissent être dans les mêmes situations que ce que vous avez vécu. Donc vous êtes dans une situation peut-être supposée de bien-être, mais cette situation de bien-être ne vous permet pas de garantir la même situation de bien-être à vos descendants. Voilà. Alors, monsieur Vignon, la même question, je vous la repose. Pourquoi sont-ils obligés de partir? Moi, je pense que les jeunes sont obligés de partir parce qu'il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Ils ont une formation ou ils n'ont pas une formation. Et ils ont atteint un certain âge. Et à chaque âge, à certains âges, sont associés des statuts, je vais dire. Et comme il y a une distorsion entre l'âge biologique et l'âge social, on est dans un environnement où il y a aussi la contrainte sociale, les regards sont posés sur vous.
On attend que vous fondiez une famille, on attend que vous vous occupiez de vos parents parce que ces parents ont atteint un certain âge. Du coup, sortir, aller chercher des solutions à ces problèmes semble être la panacée. Ça, c'est le premier aspect. L'autre aspect, les pays d'accueil, les pays vers lesquels ces jeunes vont, semblent être mieux organisés, semblent être plus attractifs. Tout simplement parce que il y a la télévision, il y a l'éthique de façon générale qui font du monde un village planétaire. Et on se dit que bon, s'il n'y a pas solution à ces problèmes chez soi, on peut sortir pour aller chercher des solutions ailleurs. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ce paradoxe, le fait que les Africains continuent de chercher le bonheur ailleurs, alors que le reste du monde voit l'Afrique comme une terre d'espérance, une terre d'avenir, une terre d'opportunités qui reste encore à exploiter? On ne mange pas l'espérance, on ne mange pas les potentialités. L'espérance, il faut l'opérationnaliser. Les potentialités, il faut les transformer. Donc, quand vous n'êtes pas en capacité de transformer vos rêves en réalité, les rêves resteront vraiment des cauchemars. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. On peut rêver d'une Afrique qui a des potentialités, d'une Afrique de devenir, mais cela veut dire qu'il y a un cheminement. Et ce cheminement a des exigences de gouvernance, des exigences de politique, ce que nous n'avons pas. Si je prends l'éducation, pour simple exemple, et si nous prenons le cas de notre pays au Bénin, nous générons tout circuit de formation confondu environ 100 000 diplômés chaque année, tout circuit de formation confondu. L'administration et le secteur informel réunis dans leur grande force ne peuvent pas consommer le secteur formel privé, bien sûr, ne peut pas consommer plus de 5%. Donc, il reste 95% qui doivent vivre, qui doivent manger, qui doivent s'habiller, qui doivent... Et à un âge donné, lorsque vous avez 25 ans, 30 ans, entre 25 ans et 30 ans, ça peut se comprendre. Mais déjà, à partir de 30 ans à 40 ans, vous devenez comme soit un mort social ou un déchet social. Et donc, pour ne pas être dans cette situation de mort sociale ou de déchet social, certains trouvent que, bon, ils n'ont rien à perdre à aller chercher des opportunités ailleurs et à saisir ces opportunités. Ce n'est pas des forces sur lesquelles les gens peuvent compter parce qu'ils ne peuvent pas compter sur ça de façon endogène. Donc, c'est des opportunités parce que c'est extérieur à leur système de vie. Mais ces opportunités, comme il n'y a pas d'autres à côté d'eux, ils préfèrent se lancer dans l'aventure. C'est une aventure, certes, mais ça a besoin peut-être qu'il y ait plus de concertation entre les gouvernements du Nord et du Sud pour asseoir une meilleure politique inclusive, aussi bien au plan mondial qu'au plan régional qu'au plan national. Lorsque les politiques qui se mènent seront de plus en plus exclusives, ça va créer tant d'exclus. Et ces exclus-là vont chercher quand même des solutions. Et l'une de ces solutions, si ce n'est pas la criminalité, ce n'est pas le banditisme, ce n'est pas le terrorisme, c'est peut-être l'aventure vers l'immigration clandestine. Alors, il y a cette caricature qui revient à chaque fois, M. Vignon. On voit l'Afrique comme un mendiant assis sur de l'or. Mais cette fois-ci, on a comme l'impression que ce mendiant se lève pour aller chercher encore la richesse ailleurs, alors qu'il était assis déjà sur la richesse. Oui, vous avez bien fait de dire que le monde voit l'Afrique comme une terre d'opportunité. Mais est-ce que les Africains voient leur continent comme une terre d'opportunité? Est-ce que les jeunes se rendent compte qu'il y a beaucoup de potentialités, il y a beaucoup d'opportunités qui peuvent être exploitées? Je pense que ce n'est pas évident parce que quand on sait que l'or est à portée de main, on n'ira pas le chercher très loin. Donc, j'indexe pour moi le problème de... D'abord, il y a l'aspect confiance. Est-ce que les jeunes ont confiance en eux-mêmes? L'éducation, la formation qui est proposée aux jeunes, est-ce que cette formation leur permet de se rendre compte qu'ils peuvent être des agents de transformation, qu'ils peuvent être des leviers de développement? Ouais, aujourd'hui, on continue de former des gens pour le métier de bureautique, secrétariat.
pour moi, c'est des filières à fermer. Tout le monde a, même sur les téléphones portables, on a des outils pour saisir son texte, pour ranger, etc. Donc, fondamentalement, il y a pour moi un problème d'éducation. Et ça ne revient pas aux jeunes de se proposer une formation, de se proposer une éducation. Le problème des politiques publiques telles que M. Beto et Nomon, les problèmes, ce qu'il a évoqué pour moi, c'est vraiment une question d'actualité. Il faudrait qu'on sache le type de Béninois que nous voulons avoir d'ici 30, 20, 30, 40 ans. Et en fonction de ça, on bâtit, on structure l'éducation et la formation. Et là, les opportunités qui s'offrent, les jeunes peuvent saisir. Pas plus tard qu'hier, on m'a parlé du concept Nasata, qui est en vogue actuellement. En français, ça veut dire « je vends ma tête ». Je vends ma tête. Et ça veut dire quoi? De façon prosaïque, je suis prêt à tout pour survivre. Donc, quand les jeunes en arrivent à ce point, je pense qu'il faut que les gouvernants fassent attention. Autrement, vraiment, on parle de bombe sociale. C'est une explosion qui se prépare. Ça veut dire qu'ils sont prêts à tout? Parce que vous l'avez dit, les Européens commencent par fermer leurs frontières. Ils sont même allés au-delà de leurs frontières. Ils viennent chez nous, en Afrique. Ils ont avancé les frontières. Pour bloquer les réseaux. Et si, vous savez, quand l'eau ne coule pas, qu'est-ce qui se passe? Ça devient un danger. Et, franchement, moi, je pense que les nôtres vont prendre conscience de ce phénomène pour que le danger ne survienne pas. Alors, beaucoup d'ONG, beaucoup d'organisations à travers le monde ont souvent pointé du doigt la mauvaise gouvernance des dirigeants africains comme la principale cause de ce flux migratoire vers l'Occident. En tant qu'acteur, ou bien disons en tant que directeur de la maison de la société civile au Bénin, M. Vignon, est-ce que également vous le pensez de cette façon? Je vais nuancer un tout petit peu. Mon impression, c'est que les citoyens n'ont pas appris à être exigeants. Et on devient exigeant quand on assume ses devoirs. Donc, il y a la question des droits et des devoirs. Quels sont mes devoirs? Quels sont mes droits? Et si on forme les populations à être exigeants, naturellement, les dirigeants sont obligés de se mettre au pas. Mais on coupe l'eau. Bon, la situation s'est légèrement améliorée ces temps-ci, mais on coupe l'eau, on coupe l'électricité. Et on dit, bon, ils ont encore coupé, Dieu va faire. Dans certains pays, les gens vont s'organiser pour ne pas payer les redevances liées à l'eau parce que le service n'est pas bon. Nous, c'est certainement un problème de gouvernance. On pointe du doigt ceux qui dirigent, mais je pense qu'il faut faire une réflexion globale. Et les dirigeants vont tirer les conclusions par rapport à eux-mêmes, mais faire en sorte que les populations deviennent du statut d'habitant, on acquiert désormais le statut de citoyen. Vous voulez dire que les responsabilités sont partagées? Je le pense. Et peut-être je vais revenir là-dessus, mais dans le cas des activités que nous menons, il y a un programme que nous développons maintenant actuellement exclusivement en direction des jeunes et des enfants, des femmes, parce que nous estimons que en actionnant, en travaillant avec ces groupes, d'ici un certain nombre d'années, on pourrait avoir des populations qui sont exigeantes. Qui prennent conscience de leurs droits. De leurs droits, parce qu'elles ont appris à assumer leurs devoirs, à respecter leurs devoirs. Alors, M. Beto et Nomon, comment peut-on, vous qui êtes expert de la gouvernance économique, où pourrait se trouver le péché des dirigeants africains, puisque ce sont eux qui sont souvent pointés du doigt, puisque presque tout le monde leur lance la pierre. Où est-ce qu'ils ont péché, finalement? Les citoyens ne sont pas responsables de l'élaboration, de la mise en œuvre et du suivi des politiques. C'est les dirigeants qui ont pour fonction de prendre des décisions, qui ont pour fonction d'élaborer des politiques dans le sens de transformer fondamentalement la société vers un devenir meilleur, en tenant compte de l'intérêt général. Et donc, quand ça ne marche pas,
le premier responsable, c'est d'abord ceux qui ont en charge ça, d'abord. Maintenant, il y a des responsabilités associées. C'est-à-dire, quel est le niveau d'exigence des citoyens, quel est le degré de citoyenneté active pour que ces citoyens-là en arrivent à être méritants d'une bonne gouvernance. Qu'est-ce que nous faisons pour exiger et mériter une bonne gouvernance? Ça, c'est de la responsabilité associée. C'est une responsabilité associée parce que dans ça, il y a encore une responsabilité du public. Le public a en charge la politique d'éducation globale. Et quand je parle d'éducation, c'est l'éducation au sens holistique. Et quand on prend l'éducation au sens holistique, c'est former le citoyen pour qu'il devienne... Et la première des choses, pour un pays comme le Bénin, pour être terre à terre, le Bénin s'est amusé à faire un exercice de prospective pour dire, écoute, nous rêvons d'être un pays phare, de bonne gouvernance, avec un certain nombre de déterminants, de facteurs positifs. Lorsqu'on fait des projections de ce genre, il y a un cheminement et il y a des exigences de politique et de gouvernance. Mais il faut reconnaître que depuis que nous avons fait ça, et que nous avons baptisé ça pompeusement à l'AFIA, peu de choses ont été de façon cohérente menées pour déterminer d'abord quel est le type de citoyen qu'il faut pour cette vision à l'AFIA. Si nous voulons véritablement que le Bénin de 2025, comme on l'a pompeusement baptisé, devienne un Bénin à l'AFIA tel que nous le souhaitons, quel est le type de Béninois? Et ce type de Béninois a besoin de quel système éducatif, depuis le cours primaire jusqu'à l'université, en passant par l'éducation informelle. Donc c'est l'ensemble de ça qu'il faut questionner. Et lorsqu'on élabore un profil comme ça, ça a des déclinaisons de politique. Et c'est cette déclinaison de politique qu'on met en œuvre, non pas de façon de rupture en rupture, comme nous l'avons fait depuis 1990, mais de façon continue, dans une cohérence et dans une continuité positive. Mais ce qui n'est pas encore. Deuxième chose qu'il faut réclamer, c'est la proactivité des citoyens à travers les organisations de la société civile que nous constituons, malheureusement. Et peu d'organisations, peut-être par défaut de moyens ou par défaut de perspective ou de compétences, nous n'arrivons pas à faire de l'analyse prospective. Et or, ce que nous pourrions faire pour donner des alertes aux dirigeants, pour amener les dirigeants à aller vers des décisions et attirer l'attention des dirigeants sur des décisions qui ont des gaps pour l'avancement, c'est de la proactivité, c'est de l'analyse prospective. Mais très peu d'organisations de la société civile font ces analyses. À vous entendre, on a l'impression que vous jetez plus la pierre à la population qui doit être à l'avant d'une veille citoyenne. Vous l'avez également dit, les gouvernants, ce sont eux qui ont en charge l'élaboration des politiques de développement. Mais où est-ce qu'ils ont péché, puisque c'est à eux qu'on jette la pierre? Votre question me fait remonter dans ma mémoire une anecdote que Monseigneur de Souza m'a racontée. Pendant l'élection qui a été organisée, quand il était, je vais dire, aux affaires, président du HCR, il a dit que lui ne comprend pas, pour expliquer la pléthore, l'effectif des candidats à l'époque, il a dit qu'il a été très proche du pouvoir et quand il se rend compte des gros défis, des énormes défis qui doivent être relevés, il se pose la question de savoir si ceux qui se proposent pour devenir président du Bénin sont informés. Lui, il émet deux hypothèses. Il dit soit ils ne sont pas informés, ils ne savent pas ce à quoi ils s'engagent, soit ils ne sont pas sérieux. Bon. Et je pense que la question que vous posez pour moi, est-ce que nos dirigeants s'imaginent ce qu'il y a à battre comme travail? Est-ce que ils ont une vision du développement avant de prendre le pouvoir? Quand vous regardez, c'est pas forcément au cours de ces dernières années, c'est pas forcément des hommes politiques qui ont pensé un dispositif et qui ont défendu, qui ont essayé de faire comprendre aux populations, voilà là où je vais. C'est généralement quand ils viennent au pouvoir qu'ils finalisent
leur stratégie, leur programme. Donc, du coup, pour moi, il y a une question de posture. Un dirigeant a dit que lui, quand il se rase tous les matins, il se dit « je serai président ». Et il est devenu président. Bon. Maintenant, une fois qu'on s'installe, quel sens on donne à son action? Est-ce qu'on a envie de laisser son nom? Est-ce qu'on a envie de faire avancer le pays? Et donc, il y a pour moi, c'est un niveau... En clair, ce que vous voulez dire, c'est il manque de vision, ces dirigeants. Je pense qu'il y a l'aspect vision, il y a l'aspect même posture pour occuper ce poste. Et l'autre, c'est-à-dire, on est dans des pays, de petits pays, et comment on appelle, la CEDEAO, ou les espaces régionaux pourraient aussi être des cadres de discussion, d'élaboration de stratégies, de politique. Mais moi, je ramène le problème au niveau des populations. Si on a des populations qui sont bien formées, qui maîtrisent ce qu'il faut faire, on a des lois. Le plus simple, ce qui est le basique, c'est de dire, OK, nous avons tel droit. Et puisqu'on a été formé à ne pas brûler les feux rouges, on a été formé à ne pas jeter les oranges quand on a sucé. On a une éducation, je vais dire, citoyenne. On va exiger des dirigeants que nos rues soient propres. On va exiger des dirigeants que le plateau technique, les services offerts au niveau des formations sanitaires soient de qualité. Et quand on a ce niveau d'exigence, les dirigeants sont obligés de marcher. De se mettre ou pas. Mais là, on a une population analphabète qui ne maîtrise pas ses droits, qui ne maîtrise pas ses devoirs, et qui est achetée lors des élections. Donc, du coup, les dirigeants ont une marge de manœuvre assez énorme. Monsieur Berton, je dirais deux choses en appui à ce que Ama a déjà dit. Et lorsqu'on cible prioritairement les dirigeants, tout simplement parce que ce qui est à la base de tout ce que nous vivons, c'est deux choses fondamentalement. La première, c'est tout ce qu'on met dans la mauvaise gestion, qui a pour corollaire la corruption. Et la deuxième chose, c'est l'incohérence des politiques. Et c'est fondamental, l'incohérence des politiques. Lorsque vous regardez un pays comme la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique qui se réclament à vocation agricole, regardez quel est l'état du bien-être du paysan. Ça, c'est le premier niveau d'incohérence. Lorsque vous voulez dire qu'il y a un secteur qui constitue le secteur où tout le monde doit aller, c'est-à-dire la majorité. Aujourd'hui, on est en train de promouvoir l'insertion des jeunes dans l'agriculture. Mais qu'est-ce que le jeune voit autour de lui comme exemple d'agriculteur réussi? C'est sur la base de ça. Lorsqu'on a tout le temps faire de l'agriculteur le maillon faible du processus, celui sur qui tout le monde doit s'appuyer pour devenir riche, finalement, nous-mêmes, nous créons de l'incohérence. Et les politiques aussi, qui devraient corriger, rééquilibrer ça, sont pris d'assaut par d'autres puissances qui ne sont pas des puissances favorables aux plus pauvres, aux paysans. Et donc, quand vous prenez par exemple une filière, dans une filière, vous avez ceux qui produisent au champ, vous avez certainement des transformateurs quelque part, vous avez certainement des transporteurs, vous avez des commerçants, distributeurs. Mais regardez bien, faites une étude pour voir un peu le niveau de bien-être de l'ensemble, niveau sur la pauvreté, sur l'ensemble de ces chaînons. Vous allez remarquer que là où vous allez trouver le plus grand pauvre et le plus élevé, l'effectif de pauvres le plus élevé, c'est au niveau des paysans qui sont au champ. Vous allez trouver un mieux-être chez les transformateurs, un mieux-être chez les transporteurs, un mieux-être chez les prestataires de services autour de la chaîne et un mieux-être chez les commerçants. Qu'est-ce qui empêche de réfléchir pour bâtir une politique suffisamment équilibrée pour montrer que là où on crée prioritairement la richesse, c'est là où les gens doivent être
plus heureux. Donc c'est un peu ça. Quand on dit à quelqu'un, à un jeune, écoute, au lieu de te jeter dans la nature pour aller en France, va cultiver un champ. Il regarde à côté, il dit, mais l'exemple de Zem, la plupart de ceux qui conduisent Zem, c'est quand ils font 3 saisons, 4 saisons, 3 ans, 4 ans dans l'agriculture. Et ils sont incapables, peut-être, de s'acheter une moto. Et un de leurs frères, un de leurs cousins va en ville, peut-être à l'issue de 2 ans, 3 ans, vient construire une petite case à côté, se donne une femme et a une moto pour son déplacement. Il dit, mais qu'est-ce que moi je fais, continue de faire là. Donc c'est ces incohérences qu'il faut corriger. Il faut corriger ces incohérences à tous les niveaux. J'ai donné un simple exemple, mais il y en a dans d'autres exemples. Quand vous prenez par exemple au niveau de l'administration, le problème des salaires, ce que l'État paye à ses prestataires, à ses fonctionnaires, à ses agents, il y a un déséquilibre terrible, une injustice On n'aura terrible. pas forcément Et tout le temps. tous ces éléments sont des éléments d'incohérence qu'il faut corriger. Si nous voulons asseoir une économie capable de faire de l'Afrique ce que l'Afrique doit être. Alors, d'autres points sont également touchés. On les pointe du doigt. La forte croissance démographique, par exemple, et l'absence de politique publique de développement économique efficace et adaptée à cette croissance démographique. Et les chiffres ne semblent pas forcément désavouer ces propos, puisque nous savons qu'en Afrique, 550 millions de personnes en âge de travailler et actuellement n'ont pas un travail, sont en âge de travailler, et que 70% de ces personnes jeunes, moins de 25 ans, n'ont pas d'emploi. Peut-on parler de mauvaise politique de valorisation du capital humain à ce niveau? Parce que les jeunes sont là, disponibles, ils peuvent travailler, mais ils n'ont pas d'emploi. Oui, ça revient à ce qu'on avait dit tout à l'heure. C'est-à-dire, quand il y a une distorsion entre la formation reçue et les possibilités d'emploi, les jeunes seront là, mais ils ne vont pas travailler. Pour moi, le plus important, c'est il y a certes une croissance démographique, mais on ne peut pas démontrer que il y a une disparité entre cette croissance démographique et les énormes opportunités qui s'offrent. Et encore une fois, nous mettons en place, nous donnons la responsabilité à un certain nombre de personnes de nous orienter et de nous diriger. Et c'est à ces personnes, donc c'est à ces dirigeants, de bâtir des politiques cohérentes. J'ai parlé tout à l'heure de bureautique, secrétariat. Il y a beaucoup d'autres métiers qui sont appelés à disparaître. Est-ce qu'on a pris la mesure de ces métiers Ce que vous voulez dire, c'est qu'on ne forme pas forcément les jeunes pour les besoins de l'économie. Oui. Et puis, deuxièmement, ça a commencé à aussi se corriger. La formation n'est pas pratique. La formation n'est pas pratique. Et troisièmement, les jeunes, il y a le problème de confiance. Comment est-ce qu'on nous apprend à entreprendre? Est-ce que nous avons la capacité d'innover? J'ai fait des études de sociologie, j'ai fait des études d'économie, mais quand on finit le cursus universitaire qu'on commence pas à dire qu'est-ce que je vais faire, alors que ça ne devrait pas être ça. Et quelqu'un qui réussit au concours de médecine, qui fait la médecine, sait qu'il sera médecin. Un tailleur qui va dans un atelier, un coiffeur, sait qu'il sera un coiffeur. Et si vous faites attention, ceux-là semblent même être plus dynamiques. L'apprenti qui est en train d'apprendre à coiffer sait qu'il va se prendre en charge. Donc, il commence par identifier des lieux où il peut s'installer, il commence par acheter du matériel et il se constitue sa clientèle. Mais ceux qui sont formés dans les structures, je vais dire formelles, n'ont pas ces aptitudes de pouvoir s'auto-employer, de pouvoir prendre des initiatives. Et je pense que au-delà du caractère théorique, c'est de faire en sorte que chaque jeune se rende compte qu'il est capable d'entreprendre et d'utiliser les éléments de son environnement pour pouvoir régler ses problèmes. Monsieur Beton. Oui, le problème que vous posez, c'est le de la transition démocratique qui s'impose à tous les pays africains. Et on a une forte dose de jeunes qui sont là. Et la croissance, la vitesse entre la croissance
économique et la croissance démographique, c'est complètement disproportionné. Et donc, il y a lieu de faire en sorte qu'on puisse réguler pour rééquilibrer les deux. Rééquilibrer les deux, il y a deux moyens. Ou soit on choisit d'agir sur la croissance démographique, ce qui veut dire qu'il faut des politiques antinatalistes et tout ce que, à l'exemple de la Chine et d'autres pays. Et ça, les Africains ne l'entendent pas de cette oreille. Structurellement, sociologiquement, par rapport à notre culture, ne prospérera pas ou prospérera très, très peu. Et il y a l'autre qui est que il faut faire de cette population-là des forces actives capables de propulser de la croissance. Des main-d'œuvre qualifiées, en fait. De porter de la richesse. Et pour le faire, il faut mettre en place ce qu'on appelle des politiques, certains l'appellent pro-pauvres, ou des politiques qui inclusives, des politiques qui travaillent à ce que la croissance soit portée par l'ensemble des acteurs, l'ensemble des populations, et non pas un groupe. Mais c'est sur ça que ça devient un défi. C'est pas très facile pour les dirigeants, il faut reconnaître, de mener des politiques de croissance inclusive. Ce n'est pas facile. Il y a des dirigeants qui se refusent même d'aller vers ça et mènent, parce que c'est plus facile de faire des réformes de politique exclusive que de faire des réformes inclusives. Ça, il faut reconnaître. C'est plus difficile de mettre en place une croissance avec quelques, peut-être un groupe à peine 18 ou 10% de la population, qu'on forme bien, qu'on donne les moyens, et eux, ils produisent. On a l'impression que tout le monde, c'est-à-dire que la croissance peut être à 10%, 20%. On a vu certains pays qui ont eu des croissances à 2 chiffres avec des taux de pauvreté très élevés. Tout simplement parce que ceux qui portent ces croissances sont en nombre réduit. Et maintenant, lorsqu'il s'agit maintenant de faire travailler l'ensemble des populations, tout le dévie à ce niveau. Et c'est là qu'il faut réformer l'éducation pour que l'éducation ne soit non seulement au service du marché, mais à l'écoute du marché. À l'écoute du marché. L'éducation qui est à l'écoute du marché ne peut pas être un programme qui reste, statique sur 5 ans, 10 ans. Non. Parce que les métiers sont dynamiques aujourd'hui. Ça veut dire que l'école aussi doit rester dynamique. Si moi, j'entends que le programme qui forme, par exemple, un économiste de 1985 à 1990, si c'est ce même programme qui doit former l'économiste de 2000 à 2010, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que des choses ont changé. En plus de ça, il faut regarder un peu des petits métiers qui n'existaient pas. Des métiers qui n'existaient pas et qui n'ont pas de cursus à l'intérieur de nos universités, et amener les gens à aller. Lorsque vous prenez par exemple rien que l'agriculture, vous savez que la plupart de nos écoles qui forment aussi bien privées que publiques, qui forment des commerçants, des licenciés, des titulaires de master ou de BTS en communication, marketing et autres, n'ont aucun lien sur la mise au marché des produits agricoles. Or, nous voulons être un pays dans lequel la grande majorité de la distribution commerciale se font sur la base des produits agricoles. Comment vous pouvez former des gens qui, même dans leur stage, on les envoie dans des bureaux, dans des services de transit, au port, dans d'autres localités qui n'ont rien à voir avec les produits agricoles. Au fin, les gens finissent. Et comme ces services dans lesquels ils ont fait n'ont pas d'opportunité pour les consommer, et qu'il n'y a pas d'opportunité pour qu'eux-mêmes s'auto-emploient dans ces services, et ces gens ont le bras croisé. Donc, il faut regarder qu'est-ce que les paysans que nous voulons promouvoir comme étant les acteurs majeurs, de quelles prestations de services en appui ils ont besoin pour devenir efficaces sur le marché régional et sur le marché international. Et comment dire, l'école doit pouvoir apporter des réponses à ça. Alors, on va évoluer un peu dans ce débat. Vous l'avez souligné tout à l'heure, des pays qui ont de forts taux de croissance, mais où
la pauvreté est rampante. Nous avons par exemple le cas de la Côte d'Ivoire, alors que son économie est l'une des plus dynamiques d'Afrique. De plus en plus d'Ivoiriens se lancent à travers désert et Méditerranée vers l'Eldorado français. La Côte d'Ivoire, faut-il le rappeler, enregistre depuis 2011 une croissance moyenne annuelle de 8%, mais le niveau actuel du revenu par habitant reste inférieur à celui du début des années 1980, avec un taux de pauvreté avoisinant 45% contre moins de 10% à l'aube des années 1980. Une situation qui favorise fortement le flux migratoire. Plus de précisions à travers ce reportage. La Côte d'Ivoire enregistre depuis 2011 une croissance moyenne annuelle de 8% et devrait rester sur un sentier de croissance autour de 7 à 7,5% ces prochaines années, selon la Banque mondiale. Mais le niveau actuel du revenu par habitant reste cependant inférieur à celui du début des années 1980, avec un taux de pauvreté avoisinant 45% contre moins de 10% à l'aube des années 1980. Malgré la récente embellie économique, les demandeurs d'asile ivoiriens en France sont 2 fois plus nombreux en 2017 qu'en 2016. Effectivement, c'est des quartiers majoritairement, comme je le disais, malinqués, où effectivement, quand vous-même vous allez voir dans ces quartiers-là, vous allez vous rendre compte que vraiment les conditions de précarité dans lesquelles ces personnes-là vivent. Et effectivement, ils se disent que ce qui les pousse vraiment à immigrer de la sorte, c'est parce qu'ils voient les parents dans des conditions vraiment difficiles. Ils se disent que pour eux, c'est vraiment un moyen vraiment de sortir et aller se chercher. Si les difficultés socio-économiques sont principalement responsables du phénomène d'émigration massive, les réseaux sociaux contribuent à amplifier le phénomène. Maintenant, là, arrivé aujourd'hui, que nous, on voit notre ami qui s'occupe bien de leurs parents, que nous, on n'arrive pas à faire par rapport à moyens. Donc, au moins, le travail que nous faisons aujourd'hui, si ça marche, on n'a pas besoin d'aller à l'intérieur, parce que ça va tuer. Mais si ça ne marche pas, on est obligé de donner à la mort. Parce que quand tu regardes le vieux à la maison matin, midi, soir, que tu n'arrives pas à gagner de 5 francs, tu es obligé de faire tout ce qui ne va pas sous cette terre. Quand tu regardes à Daloa ici, il n'y a pas d'infrastructures, de grandes infrastructures économiques. Donc ici, je veux dire, c'est quelque chose. Parce que les jeunes, à un moment donné, ils se disent, bon, ok, moi je vais à l'école, j'étudie, je fais bien, je passe mes concours, je fais les diplômes, mais l'aboutissement de ça, c'est le travail. Mais quand il n'a pas un centre où il doit travailler, il n'a pas d'espoir que l'État doit pouvoir mettre des politiques en place qui favorisent même l'investissement au niveau même de la région. Mais quand on regarde aujourd'hui à Daloa, tout est concentré à Abidjan. Les entreprises, Abidjan. Les usines, Abidjan. Mais alors, il faut créer un système, un mécanisme qui permet aux investisseurs de venir investir ici. Je veux dire, à Daloa. Si les investisseurs ils investissent à Daloa, les jeunes ils ont de l'espoir, ils peuvent rester ici. La Côte d'Ivoire se place au 3e rang des pays d'Afrique de l'Ouest pour le nombre de migrants qui tentent de gagner l'Europe après le Nigeria et la Guinée. Face à la crise migratoire qui ternit l'image de la première économie d'Afrique francophone, les autorités ivoiriennes ont procédé depuis 3 ans à l'évacuation de leurs ressortissants bloqués en Libye après des tentatives de traversée de la Méditerranée pour gagner l'Europe. L'opération a permis de ramener au pays au moins 3445 personnes. Une forte inégalité dans le partage des richesses créées, seule une minorité de la population en voit les effets positifs. Conséquence, les jeunes sont prêts à partir et même à mettre leur vie en péril si c'est la seule issue qui s'offre à eux. Vous avez suivi ce reportage, Monsieur Guetonomon, réaction? Il faut reconnaître que c'est le résultat d'un long processus de mise en œuvre d'une politique qui n'était pas au service des citoyens. C'était beaucoup plus au service de ce que j'appelle les milieux financiers et puis faire plaire à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international. Nos États ont souvent l'habitude de se justifier, se taper la poitrine pour dire j'ai eu des performances lorsque ils arrivent à rembourser les dettes et qu'ils arrivent à plaire aux partenaires, aux bailleurs de fonds à travers un certain nombre d'indicateurs qui montrent que
bon, ils ont la capacité de faire un certain nombre de choses. Mais on ne se pose pas la question de savoir quel est le degré de satisfaction que les politiques que nous menons apportent aux citoyens. Parce que c'est ça fondamentalement. Je veux un pays applaudi par la Banque mondiale, mais je veux aussi un pays qui soit applaudi par ses citoyens. Et lorsque vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, qui est un cas d'école, la Côte d'Ivoire a traversé un certain nombre d'ajustements structurels à un certain nombre de politiques avec, sous le couvert de la Banque mondiale. Et ces politiques, aussi bien avec la gouvernance que nous connaissons, a conduit à ce que nous avons connu en Côte d'Ivoire, la guerre. Et donc, lorsque le système d'exclusion, c'est-à-dire ce qu'il faut résumer à tout ça, c'est tout faire pour éviter des politiques exclusives et une gouvernance exclusive. Tout pays qui se met dans un cheminement où c'est rien que des politiques exclusives et une gouvernance exclusive ne peut que aboutir à des résultats du genre de ce que la Côte d'Ivoire a connu. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que, bon, c'est la guerre qui a conduit les gens à quitter le pays. Et donc, il n'y a pas que les échecs économiques. Oui, c'est facile de le dire. Mais lorsque on sait que la guerre a été aussi le fruit d'un certain nombre de défaillances de gouvernance, d'un certain nombre de défauts de politique, la guerre aussi a son origine au plan économique. Et ça veut dire que dans tout le cursus, c'est comment dire, le déficit, la défaillance des politiques, la défaillance de la gouvernance qui a conduit à ce résultat. Et donc, si on veut corriger ce résultat, c'est d'abord de se demander quelles sont les aspirations de bien-être des populations. Quelles sont les aspirations de bien-être des populations? Et sur la base de ces aspirations, concevoir un minimum pour faire travailler le maximum possible. Il n'y a aucune économie dans le monde où on peut réussir à faire travailler tout le monde. Mais l'essentiel est de faire travailler le maximum. Ceux qui n'ont pas réussi et qui nous imposent le modèle dominant, le modèle que nous appelons, et quand on arrive à respecter ce modèle, on se dit, on est à la bonne école, on peut avoir A+, B+, et tout ce qu'on veut, et se taper les poitrines pour dire que nous avons de bons indicateurs. Ceux qui font ça ont d'autres tissus de solidarité. Quand vous prenez la France, la Grande-Bretagne et autres, mais les pauvres à zéro revenu pratiquement n'existent pas dans ces pays. Par contre, chez nous, nous avons des pauvres à zéro revenu. Nous avons des pauvres, c'est des mendiants, c'est-à-dire des mendiants bien habillés, c'est-à-dire que des gens qui, au cours d'une année, n'ont aucun revenu, procurés par une activité menée par eux-mêmes, et donc vivent aux dépens d'autres parents, amis et autres. Et c'est ça qui leur permet de survivre. Même s'ils sont propres, s'ils sont dignes, ils sont dignes tout simplement parce qu'ils veulent donner de l'apparence. Et c'est ça qu'il faut régler. Il faut pouvoir trouver les politiques les plus inclusives, les stratégies les plus inclusives, la gouvernance la plus inclusive pour que non seulement on puisse mettre les gens au travail et de façon inclusive, mais pour que la richesse aussi, on donne l'impression qu'on a une richesse suffisamment partagée. Monsieur Vignon, très rapidement, nous sommes presque à la fin de cette émission. Moi, c'est trois choses. J'ai trouvé impressionnant qu'on puisse remonter jusqu'à 80 par rapport au niveau de vie. Deuxième constat, c'est une série de paradoxes. Embellie économique et migration massive, embellie économique, paupérisation. Mais il y a les propos d'un intervenant là qui a retenu mon attention. Il a dit, tu es obligé de faire tout ce qui ne devrait pas être fait sur cette terre. Et qu'est-ce qui ne devrait pas être fait? Quand je ramène ça au cas du Bénin, et vous avez des jeunes qui ne savent plus à quel sein se vouer. Et pas plus tard que hier, je discutais avec quelqu'un et nous avons dit que nous allons essayer d'établir les statistiques par rapport au taux de suicide. Parce qu'il y a des suicides dans le camp des jeunes. Ils sont au bout, ils ne savent pas quoi faire. Quand vous accumulez des arriérés de loyer, vous avez construit une famille et on attend
de vous, des ressources pour que ça fonctionne. Et vous n'avez rien. Et il y a la pression sociale. Vous allez faire quoi? Donc, il y a ça, on peut se suicider. Et il y a aussi le vol lié à la criminalité. Ces derniers temps, on a parlé de cybercriminalité, on a parlé de disparition d'enfants. Et quand vous voyez souvent ceux qui sont en jeu, ce n'est pas des personnes forcément âgées, c'est des jeunes. Il y a suicide, criminalité, mais on peut aussi parler... 30 secondes. Non, c'est fini. Je vais juste dire que ça explique que les jeunes sortent. Parce que quand tu n'as plus rien à faire, quand tu n'as plus d'espoir du tout chez toi, tu sors. On retient donc qu'il revient à nos États en Afrique de créer des emplois, d'assurer le partage équitable des ressources publiques, autrement dit de lutter contre la mauvaise gouvernance, de faire en sorte que notre système scolaire ne soit pas un laboratoire de fabrication de chômeurs si on veut éviter que des jeunes risquent leur vie en essayant d'aller trouver une meilleure vie en Occident. Merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission. Abel Gbeto-Enomon, journaliste, vous êtes également expert en analyse de politique économique, président de l'Observatoire Afrique Performance. Armand Vignon, vous êtes le directeur de la Maison de la Société Civile au Bénin. Merci à vous d'être passé avec vos différentes explications et analyses. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro d'Espace Éco que vous pouvez également suivre sur notre site www.sikatv.info. Prochain rendez-vous dans une semaine, même heure, même fréquence. Surtout, restez avec nous. L'information revient sur Sika.